Podcast. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder pour le futur une genrification de nos classifications pour garder en tête, pour garder, garder au-dessus de l'eau les droits des femmes? Ou est-ce que vous pensez que la solution, c'est de mégenrer justement au maximum pour éviter, pour rétablir le truc? J'enfonce un peu une porte ouverte, hein. Dans le sens où, est-ce que vous pensez que la meilleure solution, c'est justement qu'on englobe au maximum, donc qu'on puisse inclure les hommes dans le combat, par exemple, même si ce sont des hommes cis blancs, mais pour que justement ils nous permettent de nous propulser en les éduquant bien, parce que sinon c'est pas drôle? Ou est-ce que vous pensez qu'on doit faire vraiment une coupure nette, c'est-à-dire au bout d'un moment, est-ce que nos droits ne seront pas défendus que par nous? Et justement, toute personne qui devrait légiférer pour des femmes, des personnes portant un utérus ou des personnes handicapées ou rassurées devrait être systématiquement des femmes, par exemple. Je pars un peu en cahuète, mais quelle pourrait être un peu la solution? Est-ce que tu penses qu'on aurait eu les mêmes débats et les mêmes discussions s'il y avait eu autour de notre table virtuelle, des hommes? C'est aussi la question que, tu vois, là, Alors, crois-moi, le débat, je l'ai eu hier. Ça a été long. Et c'est pas réglé. Crois-moi, demain, on refait le match. Le problème de légiférer, à mon sens, hein, je vais essayer de le dire simplement. Légiférer, donc faire la loi, c'est plus ou moins de la politique. Enfin, même si on doit détacher le fait de légiférer et faire de la politique, bref. C'est une décision collective. Donc il faut que ce soit pas que des femmes qui votent pour les femmes. Ce serait bien. Enfin, non, comment dire? On peut pas réserver un vote à un genre pour ce genre, parce que sinon, forcément, ça va ouvrir aussi une porte pour des hommes qui voudront légiférer entre hommes sur des trucs de bonhommes. Ouais. Donc il faut que ça reste collectif, le fait de légiférer. Le truc c'est d'avoir des gens compétents qui légifèrent et qui soient représentatifs de la population. Je pense pas que la compétence dépende du genre. Je suis pas fan, moi, des quotas, du fait de parité, parce que je pense pas que avoir 50% de femmes, 50% d'hommes, ce soit d'une part, comment dire, je vais pas dire représentatif, mais tu peux avoir 50% de femmes et que dans ce lot-là, t'as aussi des incompétentes. Enfin, faut le dire aussi, il faut aller au-delà du genre sur ce système il faut avoir des gens qui savent et qui sont compétents, qui sont experts et qui sont dans le métier pour pouvoir proposer des choses à nos représentants élus et que ces représentants élus, en leur âme et conscience, puissent légiférer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je pense que là, ce sera que pour le moment, le fait d'avoir imposé la parité dans les conseils d'administration, dans tout ce genre de choses, c'est pour aussi acclimater et acculturer les hommes au fait d'avoir des femmes en face d'eux. Et qu'une fois que cette acculturation sera faite et qu'on se sera dit « Ah elles sont pas si connes », qu'à partir de là, on pourra vraiment réfléchir en termes de compétences. Mais à l'heure actuelle, la parité est nécessaire, mais pour moi, c'est pas la solution idéale. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas. Non, c'est à peu près où je voulais en venir, donc c'est très bien. Mais... Une mesure transitoire. Ouais. Je pense que ça se baser uniquement sur le genre, ça suffit pas. Il y a trop d'intersectionnalité aussi, en jeu, en fait. Femme blanche, cinquantenaire, bourgeoise, elle est pas beaucoup plus légitime qu'un homme blanc, cinquantenaire, bourgeois pour légiférer pour des femmes racisées, précaires. Non, en fait, au-delà de la législation, surtout, il faut réfléchir aux mesures qui concernent des gens avec les concernés, en fait, tout simplement. On en parlait tout à l'heure sur les TDS, mais si on en parle sur les personnes handicapées, c'est pas de débat sur des minorités sans l'avis des minorités.
Et puis, je pense que même au-delà des débats qui a priori concernent plus une type, on en a parlé, mais qui concernerait surtout les femmes et les hommes trans, je pense que pour n'importe quel sujet de société, chaque catégorie sociale, on va dire, a quelque chose à apporter au débat. Sur des sujets d'écologie, une personne blanche et riche n'aura sûrement pas le même point de vue qu'une personne, bon, du coup, je vais faire l'opposition exacte, mais noire et pauvre. Mais pareil sur le handicap, pareil sur la grossophobie, enfin bref, sur toutes les oppressions. Ça me fait penser au discours. Alors, je viens de rechercher rapidement sur Internet. Il y avait une militante qui avait fait un discours, c'était une artiste new-yorkaise, qui avait fait un discours qui commençait par je veux une Gwyn, je veux qu'elle ait le sida, je veux que le Premier ministre soit une tapette qui n'a pas les sécu. Et elle continue en égrénant toutes les possibilités de choses, de statut et de réalités sociales qui sont absolument jamais représentées par les personnes qui prennent dans nos instances dirigeantes, en fait. Et je pense qu'au-delà du féminisme, je suis d'accord avec Iphigénie, j'ai perdu le mot, mais voir c'est trop restrictif et ça ferme la porte à d'autres inégalités et d'autres problèmes sociaux. Dans le débat sur l'ouverture du mariage à tous, il y avait eu des politiques et pas forcément des politiques de droite d'ailleurs pour dire que c'était un faux débat clé, que ça ne concernait pas. Et je crois que justement, il y avait eu des gens d'extrême gauche pour dire c'est loin des préoccupations des ouvriers, etc. Comme si en fait, il y avait pas d'homosexuels chez les ouvriers. Ben non, c'est bien connu. Et c'est un clivage, c'est rendre l'impossibilité de convergence des luttes, c'est limiter les luttes en fait. Mais en même temps, c'est un petit peu compliqué de se laisser expliquer par un homme des problèmes féminins ou des problèmes qui concernent les femmes ou le féminisme. Alors, est-ce que les hommes sont féministes? Je ne sais pas, mais ils peuvent être alliés, par contre. Et participer participer au débat, parce que finalement, on partage l'espace public, on partage tout, voilà. Donc ils peuvent avoir voix au chapitre entre guillemets, mais dans le fond, enfin les problèmes qui concernent les femmes, il y a pas mieux placé qu'une femme pour en parler et pour savoir ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Après, les hommes peuvent être là en support. Encore une Oui, fois, écouter les concernés. écouter Voilà. les concernés, mais encore une fois, si on reprend c'est le seul qui me vient à l'esprit, je suis désolée, mon cerveau tourne en boucle, je suis fatiguée. Le problème, les femmes ont totalement les sous pour aller avorter à l'étranger. Elles en avaient sans doute pas tant que ça grand-chose à faire, sauf, bon, évidemment, conviction politique, mais si on prend leur cas personnel, alors que si on prend le cas des hommes trans qui auraient été eux aussi concernés, si on garde uniquement la dichotomie qui, dans la réalité, n'est pas si dichotomique que ça, on les aurait exclus du débat, tu vois. Tu vois, justement, en parlant d'avortement, il y a beaucoup d'hommes qui pourraient dire aussi, et pourquoi nous, on n'a pas le droit de décider, ou pourquoi on prend pas mon avis en compte en cas d'avortement? Du coup, il peut prendre la charge mentale de de prendre la pilule aussi. Mais oui, non, mais c'est exactement ce que j'ai répondu, hein, je te rassure. Après, je le pose, hein, si tu veux, parce que c'est quelqu'un qui pourrait, qui nous écoute, qui pourrait dire oui, mais bon, tu comprends, elle pense pas à ce genre de truc. Et tu vois, c'est aussi des questions qui se posent, c'est que, moi, je lui ai répondu carrément, tu peux aussi adopter, mais bon, ça c'est un autre débat. Je commence à fatiguer. Oui, Alex? Après, c'est vrai que pour l'avortement, moi, j'ai une phrase un petit peu dure, mais c'est pas d'utérus, pas d'avis. C'est peut-être un peu cru, mais après, effectivement, un projet d'enfant, ça se calcule à 2. Mais si la personne qui a l'utérus, elle dit je ne veux pas, il y a aucun débat à avoir. Je veux pas avoir ça en moi, mais je veux dire, personne ne devrait dire si. Non, en fait. C'est là, non. C'est pour ça que moi j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire pas d'utérus, pas d'avis. En plus, l'utérus, ça cadre toutes les personnes qui ont un utérus et point barre. Et parce que, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est une grossesse. Il y a risque très élevé de beaucoup de choses, même en 2024. J'ai pas tant d'amis que ça. J'ai 2 amis qui ont failli mourir en donnant la vie, voilà. Donc, donner la vie, mais elles ont failli donner la leur. Moi, je pars d'un principe très simple et c'est pour ça que je le dis aux gens, mais sans aucun complexe.
pas d'utérus. S'il est à l'intérieur de toi, tu fais OK, si l'autre personne n'en veut pas, tu prends la responsabilité de le garder pour toi, cet enfant. Et si t'en veux pas, ben t'en veux pas. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que t'as en toi. Donc à partir de là, c'est malheureusement. Après, moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. C'est horrible. Tu prêches. Mais Non, tu prêches une convaincue. Moi, mon avis, c'est tant qu'on n'a pas inventé un utérus artificiel, l'homme n'aura pas à donner son avis, même s'il a apporté ses petites contributions génétiques. Voilà. on On peut dire pas ton corps, pas ton avis déjà, parce que alors pour le coup de l'IVG, ça se comprend très bien, mais le problème de pas d'utérus, pas d'avis, c'est qu'on s'en sert. Enfin, certaines personnes s'en servent aussi pour explorer les femmes trans, par exemple. Ouais. Mais du coup, si c'est un cas très spécifique, j'ai pas d'avis, hein, voilà. Tu as un projet d'enfant, la femme ou la personne porteuse d'utérus est enceinte, mais il y a avis médical qui dit attention, il y a un fort risque de maladie génétique. Votre bébé sera viable, mais il sera handicapé ou porteur d'une trisomie quelconque. Et là, on demande qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, la décision, elle se prend toujours uniquement pour le porteuse d'utérus ou ça peut être une décision collective? Enfin, une décision du couple? Ça, c'est très difficile, ouais, comme Ouais. décision déjà de base en plus. C'est pour entraîner mon intelligence artificielle, dites-moi. Parce que là, en plus, on est dans le cadre d'une grossesse qui est en théorie désirée par Voilà. s'il y a les deux deux parents. parents, voilà, les deux parents, quels qu'ils soient. Là, c'est. Sachant qu'un des deux parents est complètement shooté aux hormones, donc c'est même pas. Enfin, on Bah oui, est mais un peu moins rationnel. Non, mais Attention. je ne dis pas, je ne partage pas la théorie des humeurs, mais crois-moi, pour avoir accouché en surprise de mon fils et d'avoir choisi son prénom alors que j'étais encore sous oxygène, crois-moi, t'as pas de neurones qui se touchent, quoi. La question est de savoir qui va s'en occuper, parce que on le sait très bien, au final, 80% des cas, c'est la femme qui s'en occupe. Un homme peut abandonner un enfant, il n'y a pas de souci. oui. Après, ma question amène pas forcément de réponse. Hein. Non. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai posée, tu vois, parce que je voulais pas non plus qu'on nous reproche quelque part de pas donner la parole aux hommes. Alors je suis désolée parce que du coup il n'y a pas eu d'homme, de disponible pour ce soir. Même de volontaires, même d'hommes volontaires. Mais je pense qu'il y a certains hommes qui auraient pu aussi participer, mais qui se sont pas sentis légitimes. Ce que je comprends, tu vois. Et donc du coup, ayant posé des questions quand même aux hommes autour de moi, je vais vous poser cette fameuse question-là. Alors bon, moi j'ai le même réflexe qu'Alex. C'est moi tant que y a pas, tu peux pas sortir un fœtus de ton ventre et le donner à quelqu'un d'autre pour entre guillemets qui finisse sa gestation. À ce moment-là, l'homme n'a aucun avis. Je suis désolée d'être dure pour tous les hommes qui m'écoutent, hein, mais à un moment donné, les stats sont là, quoi. Je veux dire, les stats sont là. Les femmes risquent plus de tomber enceinte, et c'est pas toujours parce qu'elles oublient la pilule ou quoi qu'est-ce. Hein. J'en suis malheureusement une de ces personnes-là. Mais tu risques les femmes risquent de se faire quitter, et il y a aucun souci avec ça. Alors oui, peut-être il y a des structures, machin, pour que tu puisses avoir des aides, mais il faut les connaître. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, il faut les connaître. Et dans tous les cas, une femme qui abandonne son enfant une fois qu'il est produit, à accoucher, tout ce que tu veux, hein, une femme qui abandonne son enfant va être hyper mal vue, alors qu'un homme qui abandonne son enfant, ouais, enfin bon, voilà. Les enfants, c'est pas son truc. Ouais, c'est ça. Clairement. Bien au handicap, ouais, mais elle est horrible. Elle a abandonné son enfant handicapé. Elle trouvait ça trop difficile. VS, ouais, mais quand même, c'était difficile. Ça devait être dur pour lui. Ouais. Alors, sachant que aussi dans le sujet des personnes de l'avortement des fœtus qui auraient potentiellement donné une personne handicapée, il y a aussi tout un questionnement de potentiellement enfin c'est des mots très forts, désolé, mais d'un eugénisme parce Oui. que à force d'avoir ce genre de comportement, est-ce qu'on veut pas juste faire disparaître les personnes handicapées de la Terre? Bon, là, j'ai absolument jamais creusé très Ah, si, profond, si. même pas du tout le sujet, mais j'en ai déjà entendu parler dans la communauté. Donc, voilà. Alors,
on tombe dans la bioéthique et c'est un sujet très, très compliqué, la bioéthique. C'est ça. Mais après, c'est tant mieux que ce soit compliqué et que les comités, ils tranchent pas sur ces questions. Parce s'ils tranchaient, ce serait pas sain. Là, c'est des réflexions pour essayer d'être plus humain, j'espère, je pense. Enfin, en tout cas, en France, en Europe, je crois qu'on essaye. C'est vrai que c'est vrai que ça, c'est des questions qui sont impossibles à répondre, je pense, tant qu'on n'est pas dans la situation. On ne tranchera pas ce soir, en tout cas. Voilà. Mais parce que aussi, ce sera pas la même réponse selon que ce soit des gens précaires aussi ou des gens. C'est ça. C'est difficile d'évaluer sans avoir tous les facteurs. Bah, c'est le principe des comités de réflexion et tout. Bien sûr. On présente nos 3 derniers livres avant de s'endormir toutes autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis même pas sûre qu'on soit au niveau de fatigue où on va s'endormir. C'est passé ça déjà, je crois. Là, Ah, je vous fais des petites piqûres à chaque fois, mais bon allez, on met le rush. Mielou, une de tes solutions? Bah, pas la tienne personnellement, mais dans tes lectures. Je voulais parler d'un livre qui s'appelle La Terreur, qui est un essai, je pense qu'on peut dire, d'une autrice qui s'appelle Irénée. Le titre entier, c'est La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. Et tout le postulat du livre, part de la phrase « Le féminisme n'a jamais tué personne », sauf qu'en fait, c'est faux. Et du coup, l'autrice, à partir de quelques cas, quelques exemples concrets, retrace un peu, pas l'histoire du féminisme, de la violence dans le féminisme, c'est pas aussi ambitieux, mais donne des exemples de cas dans lesquels les femmes ont fait le choix de la violence. Donc, elle commence par parler de la violence symbolique en abordant dans l'art, pardon. Donc, par exemple, à travers la peintresse Artemisia Gentileschi, je crois que ça se dit comme ça, qui a peint son violeur dans sa toile la plus connue, et donc la tête de son violeur et la tête du personnage qui se fait décapiter dans la toile. C'est quand même assez violent en termes de violence symbolique. Elle parle aussi de Lisbeth Salander de la série. Je vais pas spoiler, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est une héroïne qui n'hésite pas à faire usage de la violence pour se défendre elle-même et se venger de ses agresseurs. Notamment, il y a, c'est pas spoilé parce que c'est au tout début du premier livre, mais elle tatoue je suis un porc, violeur, je sais plus quoi, sur le torse de son agresseur. Donc, en termes de violence, ça se place là. Et elle parle aussi d'un essai un essai qui est d'une rare violence. L'autrice prône carrément l'éradication des hommes pour régler le problème du patriarcat. Apparemment, c'est vraiment déjà la solution est violente et les mots sont vraiment fortes, on va dire. C'est un euphémisme. Donc voilà, ça c'est pour la violence dans l'art. Derrière, elle aborde qui ont été utilisées par les femmes dans l'histoire, qui est d'une part la plus connue, on va dire, la violence pour la survie. C'est toutes les femmes qui ont dû tuer leur mari qui la battait depuis des années parce que je pense à Jacqueline Sauvage qui avait été finie par être graciée par le président Hollande. Et donc le cas de la violence qui est la moins connue et la plus sous-estimée, enfin le cas de la violence connue qui est la violence comme stratégie politique. Donc je n'ai pas eu le temps pour chercher de quel type de stratégie politique elle parle précisément. Mais moi, là, comme ça, de mémoire, j'ai des attentats à la bombe au Royaume-Uni que les suffragistes avaient fait au Royaume-Uni pour le droit de vote, qui, si je ne me trompe pas, normalement n'avait tué personne. C'était uniquement des attentats sur les Allemands, à moins qu'il y ait eu... Enfin, je sais pas du tout. Mais en tout cas, la violence a été utilisée comme stratégie politique par les féministes aussi. Et je trouve que c'est un livre qui m'avait vraiment intéressée. C'est un tout petit livre. Il y a une 150aine de pages. C'est en format poche. C'est vraiment pas grand. Ça se lit très bien. C'est vraiment utile. Et on apprend beaucoup de choses. Et ça fait vraiment réfléchir justement sur cette fameuse phrase le féminisme n'avait jamais tué personne, qui, encore une fois, colle pas mal avec la vision qu'on a des femmes faibles qui ne font pas de mal à une mouche. Je ne dis pas, et l'autrice ne le dit pas non plus, que la violence doit être du féminisme, ni même qu'elle doit. Elle retrace vraiment des possibilités qui ont été au cours de l'histoire. Et je trouve ça intéressant. Bah, je pense qu'on va faire des questions groupées pour après. Pas de souci. Tout ça, ça permet à tout le monde de faire sa Oui, petite bien sûr. sieste. Par contre, du coup, Iphigénie, tu vas devoir rester éveillée.
Je suis là, je ne suis pas en train de dormir, je suis en train de charger désespérément mon téléphone entre deux interventions. Euh, oui, du coup, j'avais envie de lire autre chose après le roman d'Elsa. Je l'appelle Ouais. comme ça s'appelle pas comme ça, mais après le roman d'Elsa, j'avais besoin de lutter notamment contre cette espèce de gigantesque sentiment d'échec à être la génération précédente et avoir l'impression d'avoir pas protégé celle d'après, que c'est pas assez. Et du coup, je me suis repenchée sur un livre que j'avais lu il y a quelques mois, qui est un livre collectif, qui est coordonné par Chloé Delhomme, mais qui reprend un certain nombre de gens. Alors, elle a essayé de proposer ça à des gens dans la diversité, enfin, elle a donné complètement quartier libre sur la forme à un certain nombre de femmes pour écrire sur la sororité, qui me faisait du bien parce que volontairement, le personnage d'Elsa, il a été écrit avec ses contradictions, ses failles. Et Elsa, elle est pas sororité. Pour le coup, elle est dans cette dimension où elle est une sorte de jalousie pour les bonnes victimes, où elle est dans son coin, elle veut pas particulièrement qu'on l'aide, pas qu'on la plaise. Donc là, c'était complètement différent. Alors, dans le collectif, il y a Juliette Armanet, il y a Lorraine Bastide, il y a un certain nombre de romancières, de chanteuses, d'essayistes. Il y a Ovidie aussi. Et vraiment, c'est quelque chose qui est facile à poser, reprendre, parce qu'il y a un ton très différent d'une personne à l'autre. Des histoires très différentes. Certaines vont s'axer sur la sororité, la dimension famille de sang, d'autres pas du tout. Et la dernière nouvelle, enfin, c'est pas une nouvelle pour le coup, c'est assez impressionnante. C'est Alice Coffin qui porte ce texte. Et en fait, Alice Coffin, elle est allée voir à peu près toutes les femmes qui ont pu la mettre en défaut, la critiquer, parfois de manière extrêmement virulente. Elle a interrogé des journalistes aussi, je crois, et des femmes politiques sur notamment cette violence qu'elle a pu prendre de leur part. Donc c'est vraiment courageux, puis c'est un vrai travail journalistique très, très fouillé, plutôt sérieux, qui est un peu vraiment différent du reste de l'ouvrage. C'était intéressant. Je crois que je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté parce que le sujet m'intéressait, mais parmi les gens qui écrivent, il y a Rebecca Chaillon. Alors Rebecca Chaillon, elle est un petit peu plus confidentielle que d'autres personnes. Je sais pas du tout si vous savez qui c'est. Moi, je la connais. J'ai pas beaucoup vu son travail, mais je la connais. Donc c'est une performeuse et une metteur en scène. Il se trouve que elle a fait la même option théâtre dans le même lycée que moi, dans Porte perdue de l'Oise. Ce qui fait que j'ai toujours suivi. C'est une femme racisée, lesbienne, fausse. Elle a un certain nombre de minorités à son actif. Et j'avais vraiment envie de lire une partie de ce qu'elle a écrit. Faire famille a toujours été plus simple pour moi, loin du cocon nucléaire. Dans cet espace sororal que je me crée, où l'évidence se fait meuf, je me rends compte que les personnes non cisgenres, fluides, queer, font absolument complètement partie de l'équation. Je n'ai pas d'argument, juste l'évidence de la communauté très diverse qui m'a formée sur ce chemin. Ce projet est complexe et généreux. Le mot fraternité, ayant perdu de sa superbe par un système de lois et de comportements absurdes, les détournements de son sens, la décoration des frontons des mairies, les abus fraternalistes césariens, le refus de l'aide aux plus démunis, les Oh Brothers américains. Il ne m'inspire plus la foi. La fraternité s'est perdue en chemin. Ne me reste que les petits cailloux sur lesquels nous, les femmes et les étranges, nous nous proutons allègrement dans la forêt. La fraternité, je la galette ici-bas. La sororité, elle, m'apparaît comme un travail de fourmi, un combat minutieux, quotidien, à de nombreuses petites échelles, qu'on grimpe doucement sous la pluie, sous le vent, sur des barreaux glissants, sans regarder trop en bas, en visant le haut, très peu haut. Je l'expérimente et on construit le laboratoire avec les matériaux qui se trouvent là. Bricoler avec les restes, de temps en temps, de moyens, dans des murs mous ou sous des plafonds fragiles. Faire de l'or avec de la couverture de survie, un art familier. De l'argent avec des culs pailletés, la base.
Du diamant avec le polissage de verre brisé dans la cuisine. La vie, la vraie, c'est chiant. De la lumière au fond du trou, avec des copines au téléphone jamais éteint dans la nuit, qui fait peur quand tu marches seule. La routine de la rustine. Accrochez-vous, je fais le dernier. Moi, que j'ai voulu dire, c'est aussi un essai qui s'appelle Je suis une fille sans histoire de Alice Zeniter. Je l'ai eu par un autre roman qui m'a mis des coups de pied aux fesses. Je vous en aurais bien parlé, mais il est tard et on a tous envie de se coucher. Et je peux toujours en faire un chapitre, donc quelque part, bof. Donc voilà. Ce livre est incroyable parce qu'il n'est pas juste féministe, quelque part. On parle d'écriture féministe, mais c'est un livre que je pourrais remettre à toute personne qui a envie de, qui a envie d'écrire une histoire. Et c'est pour ça que je vous en parle. Ça démontre à quel point nous, les femmes, sont même désavantagées dans les récits. Je veux pas vous décourager, il y a des solutions, vous inquiétez pas, restez là. En fait, cette histoire de récit, ça remonte à Aristote quand il a écrit la Poétique. C'est un gros bouquin selon l'époque qui dit comment que ça doit être une bonne histoire. Et en gros, une bonne histoire, c'est l'histoire d'un mec qui fait des trucs. Point. Et en général, la femme, c'est ou le trophée, ou la servante, ou l'esclave, ou l'objet sexuel. On peut trouver des trucs. Mais en gros, une bonne histoire, c'est l'histoire d'un mec qui fait des trucs. Des fois, on invente des histoires de femmes qui font des trucs, mais en gros, on les déguise comme des mecs, entre guillemets, puisqu'elles ont le même comportement qu'un mec. Ça reste la même variante. Et tant qu'on lira ce genre de récit, les femmes en tant qu'héroïnes de fiction, mais en tant qu'autrices, elles n'auront pas leur place, quelque part. Et si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment tester que vos livres soient du coup safe pour les femmes, il vous suffit de passer à chaque fois le test de Bechdel. Vous connaissez maintenant, mais parce qu'on en parle un peu plus souvent, mais je le rappelle. Donc, dans le test de Bechdel, dans ce bouquin, il doit y avoir au moins 2 femmes nommées à l'égal des hommes dans l'œuvre. 2, elles doivent parler ensemble. 3, elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et j'adore la science-fiction, vous le savez, mais clairement, le test de Bechdel. Tout simplement. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est tout ça? C'est parce que Aristote n'est pas le seul à avoir écrit sur les récits. Figurez-vous qu'une certaine Ursula Le Guin, une autrice pas très très connue, a écrit aussi sur le récit et elle oppose justement ce type de récit qui est le genre de type de récit de chasse en fait. En gros, c'est ça. Elle parle, elle, du récit, ce qu'on appelle du récit, la théorie du récit panier. Elle part du principe que quand on décidera aussi, nous, et pour ça, on a aussi le porte-monnaie, que un récit où, en gros, on écrit des histoires pleines de commencements, sans fin d'initiation, de pertes, avec plus de ruses que de conflits, moins de triomphes que de pièges et d'illusions. Ça, c'est une citation. Et en gros, c'est ce qu'on appelle dans la science-fiction quelque part le solar punk maintenant, parce que ils aiment bien mettre des noms à chaque fois sur des trucs. Vous pouvez le voir avec Becky Chambers avec L'espace d'un an, ou Un psaume des recyclés sauvages, ou pareil, toujours River Solomon avec les abysses. On va lire des histoires, mais il n'y a pas d'enjeu. Dans L'espace d'un an, tu passes un an à bord d'un vaisseau spatial. Point. Tu sauves pas le monde, clairement. Tu vis juste avec ces personnes, et en plus, tu apprends, tu te nourris du coup de leurs expériences. Et en fait, le but d'écrire ce genre de fiction, c'est un petit peu de « Ah, oh, diantre, sapristi !» C'est là où on est parti sur j'ai pas eu le temps de tout écrire et on part sur le talent, tu vois, ok? Et en gros, on garde ce truc parce que en fait, si on écrit ce genre d'histoire et si on intègre partout qu'une bonne histoire, c'est l'histoire d'un mec qui fait des trucs, en fait, autant dans l'Antiquité, c'était pas encore trop grave. Mais à notre époque, ça l'est encore plus parce qu'on est dans une période où on ne fait plus d'expérience par nous-mêmes. Dans le sens où je dis pas qu'on est tous des nénés comme ça, mais on a tellement de connaissances dans le monde que on ne base plus notre savoir sur ce que l'on a testé. Mais on base aussi notre savoir sur ce que l'on a écrit. D'accord? Je vais vous donner un exemple très simple et c'est Umberto Eco qui le donne. Donc, le monsieur qui écrit Le nom de la rose, coucou pomme si tu passes par là. Le pape et le Dalai Lama peuvent avoir des années de débat sur savoir si Jésus, c'est le fils de Dieu ou pas, sans être parti pris pour les religions. Par contre, tout le monde sait que Superman, c'est Clark Kent. Et que Clark Kent,
c'est Superman. Tout le monde le sait. Et pourquoi une vérité sur un personnage fictif, donc une vérité écrite, a autant de vérité sur un personnage tout aussi fictif selon moi, puisque je n'ai pas de religion, mais qui fait débat depuis 2000 ans, alors que Superman n'a pas 2000 ans. On reste sur le même truc. Et en fait, le fait que l'on écrive d'autres récits, ça va permettre du coup d'intégrer qu'on n'est pas obligé d'être un mec qui fait des trucs. On peut être aussi une femme qui, je donne un exemple, qui vit une vie pépère, quoi. Et ça peut très bien faire un très très bon récit. Le pire, c'est que la force du récit, elle a aussi une force politique. On n'est pas obligé seulement d'avoir que des femmes qui votent pour des projets de loi de femmes, comme je le lançais un petit peu tout à l'heure pour qu'on réagisse dessus. Mais en fait, l'intervention politique, ça demande en fait un gros effort d'imagination. Et on le voit sur les interventions des hommes politiques. En fait, un homme politique pour adhérer à un projet, pour faire adhérer au projet, il va imaginer toute une histoire. On va dire, tiens, il y a des problèmes de natalité en France parce qu'il y a moins de natalité. C'est juste que, en fait, on a des problèmes de fertilité et pas parce que tout le monde angoisse et qu'il ne veut plus de faire d'enfants. Tu vois, c'est un petit peu ce truc-là. Tu vas faire construire tout un discours dessus. Et du coup, quelque part, on va te faire peur un petit peu quand même parce qu'il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et après, tu vas adhérer au projet. C'est comme ça que les 3/4 des personnes vont faire. Et ce que Alice Zeniter nous dit, c'est que nous aussi, on pourrait très bien créer ce genre de machine. Bon, évidemment, il faut un peu d'argent, un sentiment de légitimité, des connexions et une forme de récit reconnu. Donc déjà, si on arrive à avoir un récit qui est reconnu, donc par exemple un récit panier, donc le type d'histoire dont je disais, on vit un an par exemple dans un vaisseau et tout se passe bien et il y a personne qui se crache dessus et 2 femmes vont parler ensemble et elles vont pas parler d'un mec mais par exemple de je sais pas moi comment elles ont géré leur pause café toutes les deux et ça se passe très très bien. Si des éditeurs par exemple prennent ce récit et ils le publient et en faisant la pub comme d'habitude parce que c'est tous des bons éditeurs, et ben ça va donner une idée, ça va donner les moyens à cette autrice ou à cet auteur, s'il a envie d'écrire des récits paniers, de faire ce genre de choses. Ça donne un sentiment de légitimité, donc on va produire plus de récits, et en fin de compte, tout ce genre de récit va réussir à déconstruire les personnes. Je suis à la fin du truc, hein, parce que là, on va arriver au moment préféré d'Iphigénie, c'est le pouvoir du récit. Parce qu'on va pas se leurrer. La lutte des droits des femmes, les hommes, ils vont pas s'y intéresser. Je suis désolée, hein, mais les hommes, ils vont pas s'y intéresser. Qu'est-ce que tu veux qu'ils changent là, le truc? Si on se sent si on se sent inférieur, et je dis pas qu'on se sent inférieur, mais imaginez, si on ne se rebelle pas, si on ne fait pas ça, qu'est-ce que ça va leur changer la vie? Ce ne sont pas des femmes, tu vois. Par contre, et là on va prendre l'exemple du roi Émile, Émile Zola pour les intimes, et l'exemple de Germinal, quand il a écrit Germinal, toutes les personnes d'habitude s'en foutaient, mais royalement du sort des mineurs. Par contre, une fois qu'il a écrit Germinal, les gens ont pris conscience que à la mine, c'était pas drôle et que on risquait la vie et qu'il fallait peut-être donner des droits. Et donc c'était sur le mot de la fin parce qu'on cherchait quand même des solutions. On a eu la sororité, on a eu le combat, on a eu tout ça. Mais il y a aussi, il faut continuer pour les femmes autrices. Si elles peuvent, évidemment, et vous n'êtes pas obligé d'être une super-héroïne, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes actions, vous pouvez aussi juste écrire des trucs, vous pouvez prendre votre micro, arriver dans un podcast et passer 4 heures avec moi, ça va être génial, on est toutes crevées, mais on est toutes heureuses, mais vous pouvez faire tout ce genre de choses, c'est des petits pas, c'est toujours des petites choses, et c'est comme ça qu'on va tous évoluer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, au final, à part que Émile Zola écrit le meilleur livre du monde, mais... Pour un homme. Pour un homme, mais quand même, ça reste le roi Émile ou l'empereur Émile, selon si c'est Iphigénie qui en parle ou si c'est moi. C'est pas mal pour un homme. C'est pas mal pour un homme, mais quand même Germinal, quoi. Peut mieux faire, hein, franchement. Non, mais pour Il a un une homme, faute ça va. il était un petit peu émotif. Non, pardon. Oui, Mais- puis il parlait de petites histoires, quoi. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a fait grossièrement le tour du sujet? Je pense qu'on a beaucoup balayé le sujet. Oui.
en surface. Ah bah En oui, surface. évidemment. Non, mais c'est ça le pire, en surface. Est-ce que... Mais évidemment, si on avait dû rentrer dans le détail, en fait, chaque livre aurait été prétexte à 4 heures d'enregistrement de podcast. Et on Bien n'aurait sans doute pas été aussi profond que ce qu'on aurait voulu. Donc, Suggères-tu un podcast sur le féminisme dans le... oh bah écoute, moi, j'ai déjà fait. Je suis pas restée très longtemps dans le collectif, mais moi, banco. Non, je veux dire, Sinon, après, il y a déjà plein de podcasts sur le féminisme. Donc, est-ce qu'on réinventerait l'eau chaude? Je ne sais pas. C'est fait de petites pierres. Chaque pierre fait un grand c'est mur. ça. C'est ça. Ouais. Ce que j'allais dire, en fait, c'est est-ce qu'on est obligé d'être un podcast sur le féminisme pour parler de féminisme? Non, bah non, la Non. preuve. Non, non, bien sûr. Ah, là, c'est la discussion de fin de soirée. Hein. Waouh. Ça, c'est le signe qu'il faut qu'on aille se coucher. Mais on est dernière heureuse. Corée, Oui. elle a dit on est heureuse. Alors on est Ouais. heureuse. Elle nous a pas demandé notre choix, hein, franchement. Oh, ça s'appelle Chouapitre. Et puis, même s'il y a 36 podcasts sur le féminisme, c'est comme on disait, c'est à force de parler, de se montrer, de faire entendre sa voix que, au final, tu commences à peser, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir de grandes idées féministes, et je mets des guillemets, attention ici, comme ça vous les voyez bien, ou est-ce qu'on est obligé d'être actif dans la lutte, pardon, pour mettre sa pierre à l'édifice? Enfin, j'enfonce la porte ouverte pour que... Mais c'est les petites pierres dont on parlait, non? Oui, c'est ça. On peut être actif avec un mot, une phrase, une action. Je sais pas. Moi, je vais vous dire, j'ai envie de dire un truc. Ça va peut-être plomber l'ambiance, attention, tu pourras couper si tu veux. Mais moi, j'aimerais bien m'engager, tout ça, mais en vrai, j'ai peur. J'ai peur de m'en prendre plein la tronche, j'ai peur de me faire frapper dans la rue, j'ai peur, en fait. Donc, je l'ouvre pas souvent sur ces sujets-là, ou alors en famille ou dans des endroits avec des gens avec qui je sais que je peux parler. Mais l'engagement, c'est une prise de risque qui me semble trop importante. Sachant que l'engagement, on a le gros cliché du militantisme, c'est forcément celle qui va faire des actions très visibles dans la qui va défiler et participer en manif. L'engagement, ça peut être juste, en vrai, ce qu'on fait là ce soir, c'est déjà quelque part de l'engagement. Ça peut être s'impliquer dans un collectif qui n'a absolument rien de... Enfin, qui ne porte pas de revendications, mais qui ouvre un espace de parole en non-mixité, pas moi, un espace dédié aux mamans le mercredi pour qu'elles puissent venir avec leurs enfants. Le militantisme peut prendre tellement, tellement de biais et on en a vraiment cliché que d'une seule partie très, très réduite et Ouais, mais régressive. ce que je veux dire, c'est, tu vois, moi, là, rien que tout ce que j'ai dit, j'ai quand même une mini inquiétude qu'il y ait forcément des mecs qui vont venir nous faire, nous tacler. Ah, mais Oui. c'est Mais tu vois, et du coup, on est des filles et on parle de nos droits, on parle de ce qu'on aimerait, on fait un constat qui soit plutôt dark ou pas ou plutôt brillant. Enfin, vous voyez les perspectives, hein, mais j'ai quand même cette petite inquiétude de me dire, bah, j'ai ouvert ma gueule, est-ce que je vais pas m'en prendre plein la tronche justement? Je comprends. Alors que j'ai pas pris des positions ultra, ultra. Enfin Oui, voilà, je suis plutôt mesurée. Après, si tu veux t'engager en silence parce que tu as ça en toi et c'est normal de pas avoir forcément envie de se positionner ouvertement. Rien que acheter le livre de quelqu'un qui est positionné, un des milliards de livres dont on a parlé, ou tout ça, rien que ça déjà, c'est d'une certaine façon porter la voix de quelqu'un que tu soutiens. Si ta voix à toi, eh ben tu vois, tu te sens pas, tu donnes de la voix à quelqu'un d'autre qui exprime cette pensée ça. aussi, tu Ouais. vois? Faire des dons aussi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je pense que c'est aussi je parle de mon cas, mais que c'est un petit peu aussi révélateur du climat qu'on nous silence un peu Ah oui, quand ah bah même. oui, Ah oui. totalement. Et enfin voilà. Du coup, c'était ma petite confession du soir, petite inquiétude. Voilà. Je comprends. Après, tu dis que c'est révélateur de notre époque, mais je suis pas sûre qu'il y a eu
une époque dans toute l'histoire où ça n'a pas été au moins un petit peu de parler de racisme et de revendiquer des droits. Non, mais je veux dire, révélateur de notre époque et de toute notre histoire qui Oui, nous amène oui, là, oui, quoi. oui, totalement, Voilà. totalement. Justement sur ce truc de pas se sentir légitime en tant que militante, moi j'ai passé tous mes anniversaires sous la pluie avec une pancarte entre mes 20 et mes 26, 27 ans, quoi. Et puis un jour, bah, sortir dans la rue, c'était plus possible. Physiquement, c'était plus possible. Automatiquement, c'était plus possible. Et en fait, j'ai pas l'impression que ça ait changé, ma nature profonde et mes pierres à l'édifice, ça a juste changé la manière de le faire, quoi. Enfin, vous n'allez pas à vous sentir légitime. Et je vous dis ça, peut être très, très confiante parce que ma légitimité est ailleurs. Elle est partie. Elle va aller se coucher. C'est la rage du dodo qui parle, là. Mais vous n'avez pas à vous sentir légitime. En fait, vous pouvez à tout moment... Illégitime, Pardon? on n'a pas à se sentir illégitime. Oui, en fait, on n'a pas à se sentir capable parce que je pense qu'on a suffisamment de personnes qui nous disent régulièrement qu'on n'est pas capable de parler de nous, de gérer nos vies, de tout ce que vous voulez. Donc, au bout d'un moment, bah, Osef, vous voyez, à partir du moment où vous vous considérez comme une femme, eh ben, vous pouvez parler de la lutte des droits des femmes, tout simplement. Merci à toutes d'avoir participé à cette spéciale du dimanche très intense. Ne vous inquiétez pas, toutes nos références littéraires seront notées dans les notes de l'épisode. Choix-Pitre est un podcast du label Podcut. Nous sommes un podcast participatif de recommandations de lecture, alors surtout n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Pomme si vous avez des recos à nous faire et que vous souhaitez prendre le micro pour en parler. La spéciale du dimanche est un épisode spécial de Choix-Pitre autour du livre. Alors si vous avez un débat, une envie de discussion autour du sujet des livres, contactez-moi. On trouvera plein de gens pour en parler, la preuve ce soir. Enfin, Choix-Pitre, il fait partie du label Podcut, un label qu'on est bien pour faire des podcasts. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou vous pouvez nous rejoindre pour des discussions endiablées sur le serveur Discord. Tous les liens sont bien entendu dans les notes de l'épisode. Et vous, dites-nous tout en commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme évolution du droit ou du statut des femmes à l'avenir? Et sur ce, on vous laisse parce qu'on ne va pas relancer le débat. Des bisous tout le monde et à bientôt. Bisous. Bye.